Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet à la fois très commun et, on va le voir, incroyablement complexe. La vente de la maison après une séparation. Bonjour. Oui, c'est une situation qui touche énormément de monde. On pense que c'est simple, on trouve un acheteur, on signe et voilà. Mais en réalité, c'est souvent un vrai parcours du combattant juridique. Tout à fait. Pour nous guider, on s'appuie sur une analyse très fine de Laetitia Gay, qui est conseillère en immobilier. Et on va prendre un cas concret. Un couple fictif, Julien et Sophie. D'accord. Ils se séparent, ils ont une maison, et cette maison est au seul nom de Julien. La grande question qui va nous occuper, c'est qui a vraiment le pouvoir de vendre? Julien tout seul, ou est-ce que Sophie a son mot à dire? Et c'est là que tout se joue. On va voir que la réponse, elle change du tout s'ils sont mariés, pacsés ou en union libre. C'est exactement ça. Le statut du couple, c'est la toute première question à poser. Bien avant de parler du prix, des visites, c'est la base. La fondation de la vente. La fondation, oui. On a cette idée que le titre de propriété est roi, que le nom sur l'acte notarié, ça suffit. Ben oui, logiquement. Sauf que le droit français est beaucoup plus subtil, surtout quand il s'agit de ce qu'on appelle le logement de la famille. Ah, voilà le terme clé. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre la philosophie derrière. Pourquoi la loi protège un couple marié d'une certaine façon et un couple pacsé d'une autre? C'est ça qu'on va décortiquer pour nos fameux Julien et Sophie. L'objectif étant d'éviter le cauchemar. Le cauchemar absolu. La vente qui bloque à la dernière minute chez le notaire. Excellent probable. Alors, on va suivre le cheminement logique. On part du tout début. Le mandat de vente. Ensuite, on explorera les 3 scénarios pour Julien et Sophie, mariés, pacsés et en concubinage. Parfait. Et on finira par une question que beaucoup de parents se posent, et les enfants dans tout ça. Ils ont leur mot à dire. Allez, on y va. Première étape pour Julien. Il veut vendre, il appelle une agence, on lui présente un mandat de vente. C'est le contrat, en gros, qui autorise l'agence à chercher un acheteur. Qui signe à ce moment-là? Alors, à ce stade précis, la règle est d'une simplicité biblique. C'est le titre de propriété qui parle et rien d'autre. C'est-à-dire? Le mandat n'engage que le propriétaire ou les propriétaires. Donc, dans notre exemple, la maison est au nom de Julien seul. Donc, il signe seul. Il signe seul, voilà. Si elle avait été ou de nom, il aurait fallu les 2 signatures, bien sûr. Ou une procuration. D'accord. Donc là, pour l'instant, c'est simple. C'est juste une autorisation de commercialisation, le statut du couple. À ce moment-là, on s'en moque un peu. On s'en moque complètement. Ça paraît presque trop facile. On dirait un peu le calme avant la tempête. C'est une très bonne image, c'est exactement ça. Et c'est là que la confusion commence pour beaucoup de gens. Ils se disent, bon, la première étape était simple, le reste le sera aussi. Logique. Or, il faut vraiment graver dans le marbre la différence entre le mandat de vente, qui est un contrat de service avec une agence, Oui? et l'acte de vente final, l'acte authentique chez le notaire, celui qui transfère la propriété. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc pas du tout les mêmes règles. Pas du tout les mêmes règles pour franchir la ligne d'arrivée. Bien, la distinction est claire. Maintenant, on entre dans le dur. Premier scénario, le plus complexe, j'imagine. Julien et Sophie sont mariés. Oui? La maison appartient toujours uniquement à Julien. Il a signé son mandat tout seul. L'agence fait son travail, trouve un acheteur, tout le monde est d'accord sur le prix. On arrive chez le notaire pour la promesse de vente. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, le notaire appuie sur le gros bouton rouge « Stop ». Ah, Il va tout simplement refuser de continuer si Sophie n'est pas là et si elle ne donne pas son accord par écrit. C'est là qu'entre en scène un pilier du droit matrimonial français, l'article 215 du Code civil. un article qu'il faut connaître, j'imagine. Il est fondamental. Le texte dit, en gros, les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. Disposer des droits, c'est un peu technique. Ça veut dire quoi, concrètement? Concrètement, ça veut dire qu'un époux ne peut pas décider seul de vendre, d'hypothéquer ou même de donner la maison qui sert de résidence principale. D'accord. La loi ne voit pas juste une propriété, elle voit un foyer, une entité à protéger. Et ce foyer, c'est une construction commune, même si les murs n'appartiennent qu'à une seule personne. C'est une protection de la famille qui dépasse la simple logique de qui possède quoi. Attendez, mais c'est fou. Ça veut dire que si Julien a hérité cette maison de ses parents, qu'elle est dans sa famille depuis 100 ans, Oui, et que Sophie, avec qui il est peut-être en pleine guerre de divorce, dit non,
Elle peut tout bloquer. C'est un pouvoir énorme, c'est un pouvoir de veto absolu sur cette question. Et vous avez raison, c'est très contre-intuitif par rapport à l'idée qu'on a de la propriété. Mais c'est un garde-fou. Et la justice suit cette logique. Ah mais complètement. La jurisprudence est d'une clarté de cristal là-dessus. La Cour de cassation, depuis des décennies, est très claire. Si le conjoint n'a pas donné son accord formel, il peut faire annuler la vente. Même après la signature? Même après, imaginez le chaos pour l'acheteur qui se croyait tranquillement propriétaire et qui voit sa vente annulée. Aucun notaire ne prendra jamais ce risque. J'ai un souvenir très précis d'un dossier, un mari seul propriétaire, qui avait signé une promesse de vente en cachette de sa femme. Ils étaient en froid mais pas encore divorcés. Classique. Quand elle l'a appris, elle a refusé de signer. La vente a capoté, le vendeur a dû payer des pénalités à l'acheteur, un vrai cauchemar juridique. Un cauchemar qui aurait pu être évité si... Si la question avait été posée dès le début. L'exemple est très parlant. La protection du mariage, c'est une véritable forteresse. Passons donc au deuxième scénario. Julien et Sophie ne sont pas mariés, mais pacsés. Beaucoup de gens pensent que le Pacs, c'est une sorte de mariage light. Est-ce que Sophie a la même protection? Non. Et là, on touche à une différence, mais fondamentale. C'est le jour et la nuit. Ah bon? Dans le cas d'un couple pacsé, la protection de l'article 215 ne s'applique pas. Depuis une loi de 2006, c'est très clair. Si Julien est l'unique propriétaire, il peut vendre sans l'accord de Sophie. Donc il peut tout faire seul? Il signe le mandat seul, il signe la promesse de vente seul, et il signe l'acte de vente final seul. C'est brutal quand on y pense. Sophie peut être pacsée depuis 15 ans, avoir élevé ses enfants dans cette maison, avoir participé aux dépenses. Oui, Mais si son nom n'est pas sur le titre de propriété, légalement, elle n'a aucun mot à dire. c'est exactement ça. La philosophie de la loi est totalement différente. Le Pacs est vu comme un contrat qui organise la vie commune de deux individus autonomes. Et le mariage? Le mariage, c'est la création d'une institution, la famille, avec des devoirs et des protections spécifiques. Dans le Pacs, c'est la logique du patrimoine qui prime, celui qui possède dispose. Et pour le mariage? C'est la logique de protection du foyer qui l'emporte sur tout le reste. Il n'y a vraiment aucune exception? Aucun cas où Sophie, la partenaire de Pacs, aurait un droit? Il y a une petite nuance, mais elle ne concerne pas la vente. Si le logement était une location, l'article 1751 du Code civil protège les deux partenaires. Ils sont co-titulaires du bail. D'accord, pour une location. Mais pour la propriété et la vente, c'est l'autonomie totale du propriétaire. Bien sûr, comme le précise l'article de Laetitia Gayet, ce n'est pas parce que la loi le permet qu'il faut agir sans prévenir. Ouais, c'est du bon sens. Informer son partenaire, c'est quand même la meilleure façon de gérer la séparation de manière un peu apaisée. On voit un fossé énorme entre le mariage, très protecteur, et le Pacs, beaucoup plus souple. J'imagine que pour le troisième scénario, le concubinage, l'union libre, Là, on va encore plus loin. la protection disparaît complètement. Il n'y a même plus de débat. Il n'y a plus aucun débat. Zéro. En concubinage, la loi ne reconnaît pas le couple sur le plan patrimonial. C'est la liberté totale, mais c'est aussi l'absence totale de protection. Donc Julien est propriétaire, il décide, il signe, et c'est tout. C'est tout. Sophie, sa concubine, n'a aucun droit légal pour s'opposer, peu importe le nombre d'années de vie commune. C'est l'autonomie poussée à son maximum. D'accord. Mais la source que nous utilisons, elle mentionne une nuance très importante, surtout quand il y a des enfants. Ah oui, et c'est un point crucial en pratique. La vente ne peut pas être bloquée, mais il peut y avoir des conséquences sur l'occupation de la maison. Exactement. Même si Sophie ne peut pas empêcher la vente, si elle et Julien ont des enfants, elle peut aller voir le juge aux affaires familiales. Et le juge a un certain pouvoir. En s'appuyant sur un autre article du Code civil, le 373-2-9, il a le pouvoir de lui attribuer la jouissance du logement pour une durée déterminée. Attendez, donc le but, ce n'est pas de contester la vente. Non, pas du tout. Le but, c'est de protéger la stabilité des enfants, de leur permettre de rester dans leur environnement, à l'école, avec leurs amis, le temps que la situation se calme un peu. Et concrètement, pour l'acheteur, ça veut dire quoi? La vente a bien lieu, Julien touche l'argent, mais le nouveau propriétaire se retrouve avec Sophie qui a le droit de rester dans les lieux. C'est ça. C'est une situation un peu explosive, non? Comment on gère ça? C'est là que le rôle du conseiller immobilier et du notaire est essentiel. Il faut une transparence absolue. Il faut le dire tout de suite. Et que la remise des clés ne pourra se faire qu'à la fin du droit de jouissance accordé par le juge. J'imagine que ça peut faire baisser le prix. Ça peut avoir un impact sur le prix ou sur le type d'acheteur, c'est sûr, mais l'anticiper et l'expliquer clairement,
Ça évite un litige catastrophique après la signature. Le pire serait de le cacher. Ça nous amène très logiquement à cette question des enfants. On a vu que le juge peut intervenir pour eux, mais il y a un mythe assez tenace. Est-ce que les enfants eux-mêmes, disons un ado de 16 ans, peuvent bloquer la vente? La réponse est non, catégorique. C'est clair. Et c'est important de le marteler. En droit français, les enfants mineurs n'ont aucun droit de décision sur le patrimoine de leurs parents. Leur opposition n'a aucune valeur juridique. Donc ils ne signent rien, leur accord n'est pas requis. Rien du tout. Leur protection passe par le juge, comme on vient de le voir, avec cette possible attribution du logement, mais ça concerne leur lieu de vie, pas le droit de propriété. C'est très clair et ça tord le cou à une idée reçue. Si on fait le bilan de tout ça, si on reprend notre couple, le destin immobilier de Julien et Sophie dépend entièrement d'un papier qu'ils ont signé ou pas il y a des années. C'est vertigineux, oui. C'est la conclusion principale. Si on résume de façon très pratique. Allons-y. Scénario 1, Julien et Sophie sont mariés. Même si Julien est seul propriétaire, l'accord de Sophie est obligatoire. Elle a un droit de veto. D'accord. Scénario 2, ils sont pacsés. Julien est seul propriétaire, il vend seul. Sophie n'a légalement pas son mot à dire. C'est simple. Scénario 3, ils sont en concubinage. C'est pareil que pour le Pacs. Julien décide de tout. Le réflexe à avoir donc... Le réflexe vital, que l'on soit vendeur ou professionnel, c'est de poser cette question de la situation matrimoniale dès la première minute. C'est ce geste qui sécurise toute la chaîne. C'est fascinant de voir à quel point un choix de vie, le statut qu'on donne à son couple, a des répercussions aussi concrètes, aussi massives. On choisit un statut pour des raisons personnelles, amoureuses, parfois fiscales, sans forcément mesurer tout ça. Absolument. Et ça nous amène à une question plus large, une pensée pour conclure. On a vu aujourd'hui que la loi protège le logement de manière radicalement différente selon le statut du couple. Oui. Mais si la différence est si énorme pour les murs qui nous abritent, quelles sont les autres implications financières, patrimoniales, qu'on ignore souvent? C'est une bonne question. Que se passe-t-il pour la succession, les dettes, la protection en cas de coup dur comme la maladie ou le chômage? L'histoire de la vente de la maison, ce n'est souvent que la partie visible de l'iceberg. C'est une excellente question pour poursuivre la réflexion. Avant de se quitter, il est important de partager l'avertissement qui est issu de nos sources. Oui, les informations diffusées dans cette discussion sont fournies à titre informatif uniquement. Elles ne constituent ni un conseil juridique, ni fiscal, ni financier, et encore moins un engagement contractuel. Pour toute situation personnelle, il est donc recommandé de consulter un professionnel compétent, comme un notaire par exemple. Et rappelons que cette analyse était basée sur le contenu d'un article très instructif rédigé par Laetitia Gay, conseillère en immobilier en Vendée Sud. L'article complet est d'ailleurs disponible sur le site immovendésud.fr.